parce que vous aimez ça. Vous prenez les... On lance le direct, on est en live, oui, oui, oui. On est en live. Et quand on est en live, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on est en live? On balance le générique. On fait quoi? On lance le générique. On balance le générique. Eh bien, allons-y. Puisque vous voulez qu'on soit en live, on lance le générique. Le générique est lancé. Bienvenue à tous. Bienvenue à toutes. Et on est heureux de vous recevoir ce dimanche, Pascal, pour un épisode exceptionnel de What You Got to Say France. On en parle avec Fob, on en parle avec ses chroniqueurs et on en parle également avec Maria et Manu qui sont venus nous parler d'un sujet qui nous touche, qui vous touche, qui touche énormément de gens et qui pourtant ne prend pas la place qu'il devrait avoir dans notre société. Je parle de l'autisme. On va en parler et on va en débattre. Et effectivement, parce qu'on ne sait pas faire autrement qu'en débattre. Et on va débattre avec des experts. Et nos experts sont là. Nous avons Belida qui est avec nous. Belida, comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver autour de ce sujet qu'est l'autisme. Donc, on espère pouvoir apprendre, partager ensemble de l'information à ce sujet. Passez un bon moment avec nous. On va passer un superbe moment avec toi, Belida. Un moment exceptionnel avec Diroux qui est là. Diroux, je suis là. Merci. Qui nous préparera sa petite séquence. Sa petite séquence, on l'attend. C'est le petit bonbon qu'on aime. J'ai quelque chose à vous dire là-dessus, oui, tout à fait. On l'attend là-dessus, Nous avons également notre couple, ce que moi j'aime appeler les Jean-Michel Larquet et Thierry Roland de What You Got to Say. Tom et Sunkist, comment allez-vous? Vous êtes beaux. Merci. On va bien. Ça va, on va bien. Vous allez bien? Eh ben, nous aussi. Nous aussi, ça va bien. Vous êtes tous... Je constate que vous êtes tous de bleu vêtus. Eh bien, j'espère que des rêves bleus nous en ferons. Et des rêves bleus nous en ferons aussi avec Maria. Maria, qui est venue nous parler de son expérience de l'autisme et de son enfant. Maria, qui est tout de bleu vêtue. Maria, mère de 2 enfants. Ça s'applaudit. Merci. Bravo. Bonsoir. Ça s'applaudit. Mais donc heureux de t'avoir, Maria, parmi nous. Ça va? Oui, ça va très bien. Eh bien, écoute, je te trouve très en beauté, à part ton maillot qui, bon, voilà. Je pense que tu aurais pu faire un effort vestimentaire, Maria. Tu aurais pu faire quelque chose. Un autre qui a fait un effort vestimentaire, puisqu'il porte le petit ruban bleu. Et il est père de, pas 1, pas 2, pas 3, 4 enfants. Et ça s'applaudit. Ça s'applaudit. Très très fort même. Et on peut encore plus l'applaudir puisqu'il a épousé ma cousine. Alors là, vraiment, respect. Manu, comment vas-tu? Ça va très bien, j'ai l'âme d'un Lyonnais aujourd'hui. T'as l'âme d'un Lyonnais, mais c'est pas possible. Franchement, si vraiment vous étiez venu que pour nous parler de vos qualités, de vos influences footballistiques, je ne vous aurais pas invité. Mais Manu, tu as un témoignage important et essentiel sur le sujet du jour, puisque tu as 2 enfants qui sont concernés par ce problème qui est l'autisme et dont on va parler ensemble. Donc, on est tous très heureux de vous avoir ici, très heureux, et je n'ai pas d'autre choix que de couper le générique. Oh, bravo. C'est bien fait. C'est l'un de mes plus beaux coupages de générique, je pense, depuis le début. On progresse, on fait de mieux en mieux, je trouve. Au bout de la 16e émission, à un moment. Au bout de la 16e émission, on coupe de mieux en mieux le générique et je trouve qu'on fait des émissions. Alors, on ne va pas s'encenser parce que c'est aux internautes de nous encenser. Et d'ailleurs, ils vont arriver, les internautes, on les salue. On les salue, tous les internautes, tous les gens qui nous suivent. Mais oui, on vous salue, les internautes. Bienvenue, venez en parler. Ne fuyez pas le débat. Venez en parler, venez partager votre expérience, votre ressenti et apprendre plein de choses sur l'autisme avec nos 2 invités exceptionnels. Mais avant de parler de l'autisme, une bonne nouvelle.
Parce que j'ai l'habitude de vous donner de bonnes nouvelles. Non? J'ai l'habitude de vous donner de bonnes nouvelles. On est d'accord? Ouais. Chaque dimanche, je suis là, je vous vois, bonne nouvelle, il y a un enfant qui est né, bonne nouvelle, etc. On est d'accord. Je vous donne tous de bonnes nouvelles tous les dimanches. Eh bien, ce dimanche, première bonne nouvelle, c'est l'anniversaire d'Audrey. Donc, on lui souhaite un bon anniversaire. Happy Bon birthday. anniversaire à Audrey. Voilà, ça c'est fait. Audrey, bon anniversaire. Grosse bise. Une fois de plus, tu vas manger du gâteau avec Fabienne. Fabienne, ça fait 2 parts de gâteau que tu nous dois. Ouais. La semaine dernière et maintenant, ça c'est fait. Deuxième bonne nouvelle. Parce que une bonne nouvelle ne vient jamais sans une autre bonne nouvelle. L'application Wizio est de retour. Ah, Oui. Elle est de retour. Je vous avais laissé à l'épisode 13 avec notre kinésithérapeute, avec Romain, notre kinésithérapeute, et beaucoup d'entre vous s'étaient engagés à suivre le programme pour les dorsaux, faire leur rhomboïde, pour mieux se tenir, Et je ne vous ai pas vu dire « Ah tiens, l'application ne marche plus, j'ai arrêté. » Eh bien, je vous remets au défi une fois de plus de reprendre ce programme sur les rhomboïdes et de reprendre avec l'application Wizio. Pour moi, le défi est accepté. À vous de me dire, les internautes, vous pouvez le dire, vous pouvez en parler et on se revoit dans 3 semaines pour faire un bilan de notre dos avec Romain. On est comme ça, ça c'est dit, c'est fait. C'est une autre bonne chose. Un autre problème c'est pas un problème, il y a autre chose. Troisième point, qui m'a fait un peu mal hier, c'était la défaite du Paris Saint-Germain. Alors, c'est mon petit coup de gueule. Bonne nouvelle, non, ça. mais c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. Ça nous a fait mal, mais vous comme moi, vous savez que vous connaissez mon amour pour ce club. Vous comme moi, vous connaissez mon amour pour ce club. Et vous savez que mercredi soir, après la Ligue des Champions, on va débriefer sur What You Got to Say France. Donc, on vous donne tout de suite rendez-vous, juste après. Ouais. Parce qu'on ne lâche pas notre équipe. On est comme le combat contre l'autisme, on ne lâche pas. On ne le lâche pas. Et d'ailleurs, je voulais revenir, je vous trouve tous très beaux. Vous avez tous essayé le 2 avril de mettre des habits bleus pour montrer que vous souteniez cette cause qui était l'autisme. C'est très, très bien. Mais savez-vous d'où cela vient? Eh bien, l'ONU a décidé le 2 avril sur les recommandations du Qatar de consacrer une journée à l'autisme. Et pour ça, je remercie nos Qataris, je remercie le PSG, et voilà pourquoi je n'ai peut-être pas mis un ami bleu, mais je suis... Bizarrement, Fob, on parle beaucoup des stades, machin, mais on parle pas beaucoup de mais oui, cet il faut aussi parler, il faut aussi remercier le Qatar. Manu, je t'entends, je sens que tu as envie de remercier le Qatar. Maria, toi aussi? Non? Oui, parce que effectivement, je trouve que Maria, elle a un bleu, mais finalement qui ne sert à rien, puisque c'est celui de Marseille. Et qui finalement, j'ai l'impression, quand tu regardes, quand tu regardes bien les affiches pour l'autisme et tout, c'est plus vers ce bleu-là que les affiches sont tournées. Donc voilà. Marseille a joué son rôle. En tout cas, Marseille a joué son rôle et ça nous fait très très plaisir, très très plaisir. De toute façon, dans ce combat contre l'autisme, j'ai envie de dire qu'on est tous unis, Marseillais, Parisiens. C'est peut-être le moment où on a tous intérêt à être unis. Donc, on va l'être. Et pour parler de l'autisme, on ne peut pas commencer sans une définition. Et pour les définitions, vous savez que c'est Diros qui lance les définitions. Oui, il y a un jingle. Voilà.
Diroux, tu te prépares? Alors, Diroux, je te donne une tâche très compliquée, mais pour les internautes et ceux qui sont là, est-ce que tu es capable de nous donner la définition de l'autisme? Alors, j'ai eu quand même un petit problème sur cette émission-là, il faut que vous le sachiez, mes amis internautes, c'est que j'ai été boycotté. On a tenté de me censurer, effectivement. Oui, absolument. Les gens ne voulaient pas que je donne ma définition de l'autisme. Et donc, malheureusement, je n'ai pas tellement travaillé. Bon, j'ai dû improviser quelque chose. Ouais, c'est ça. Excuse d'avance. Alors, je ne vais peut-être pas donner une définition, mais pour lancer le sujet, j'aimerais simplement, éventuellement, dire à quel moment j'ai vraiment entendu parler de cet handicap, finalement. En fait, c'est par le cinéma. Il y a effectivement quelques années, grâce à un film, je pense que vous connaissez sans doute tous, ou bien en tout cas beaucoup d'entre vous, c'est Rain Man. Donc, interprété par Dustin Hoffman et Tom Cruise. Et c'est vrai qu'on s'est attaché justement à l'histoire de ce personnage, joué par Dustin Hoffman, qui, derrière cet handicap de l'autisme, pouvait développer des facultés exceptionnelles et donc faire preuve d'une intelligence particulière. Et donc, après, effectivement, je me suis un petit peu intéressé effectivement, de plus près effectivement, à cette maladie. Mais si je devais retenir effectivement quelque chose, et donc c'est la question que je poserai tout à l'heure dans la suite de cette émission à Maria et puis à Manu, c'est effectivement, voilà, est-ce que la vision au travers de ce film, est-ce que c'est une vision finalement réelle? Est-ce que c'est quelque chose effectivement de réel par rapport à cette maladie? C'est voilà, parce que toi, j'étais un petit peu fasciné par cet handicap qui pouvait quand même amener des facultés exceptionnelles. Voilà. Donc, la question est ouverte. Pour moi, en tout cas, moi, c'est ce qui me fascine par rapport à cette maladie-là. Et donc, j'aimerais en discuter avec vous. Alors, merci Diroux pour cette définition qui n'en est pas une. Mais on sait que tu as vu des films. On aurait dit que tu ne réponds pas à la question. Je vais reprendre un peu le lead. Donc, très simplement, je vais vous lire ce que dit Wikipédia. On dit que l'autisme... Non, mais c'est important, c'est important. C'est important, Diroux, de savoir de quoi on parle. C'est important. L'autisme, dont les manifestations sont décrites sous l'intitulé de troubles du spectre de l'autisme, est un trouble du neurodéveloppement humain caractérisé par des difficultés dans les interactions sociales et la communication et des comportements et intérêts à caractère restreint, répétitif et stéréotypé. Voilà pour la définition bête, méchante des choses. On a eu le ressenti de Diroux sur cela. J'ai envie qu'on s'intéresse un peu plus à la vérité, aux faits et aux choses que cela induit. J'ai envie de commencer avec toi, Maria. Avec toi, Maria. Non, pas seulement parce que tu as le maillot de l'OM, mais parce que... pas seulement parce que tu as le maillot de l'OM, mais j'ai envie de commencer avec toi, Maria. J'aurais aimé que tu nous racontes un petit peu comment tu as un enfant qui est autiste. J'aurais aimé que tu nous dises comment tu t'en es aperçu et comment tu es arrivé à ce diagnostic, Maria. Bon, alors tout d'abord, donc l'autisme n'est pas une maladie, c'est un syndrome. Exactement. Voilà. Et comment je m'en suis aperçue? Quelle est la différence justement entre le syndrome, la maladie et l'handicap? Une maladie, en fait, ça se guérit. On arrive à trouver un jour quelque chose, mais là, on n'est pas prêt de trouver quoi que ce soit parce que les scientifiques ne savent même pas où chercher. Voilà. Exactement. Donc, on ne sait pas. Donc, c'est pas une maladie. Donc, première chose, c'est pas une maladie, c'est un syndrome, c'est une caractéristique, tu nais avec ça. Voilà. C'est ça. C'est ça. Moi, j'ai eu de la chance parce que, en fait,
Lenny, donc mon fils. Donc Lenny s'est développé totalement normalement, tout allait très bien. Et vers ses 9 mois, pendant une visite à la PMI, eh ben, le docteur de la PMI m'a dit qu'il y a quelque chose qui était bizarre. Elle m'a dit, c'est bizarre, on l'appelle, il tourne pas la tête. Il tourne pas la tête, on fait un bruit, il tourne pas la tête, il est sur son truc et il s'en fiche. Donc elle m'a dit on va voir, on va continuer les rendez-vous et on va voir. Au bout de quelques mois, vers ces 12 mois, elle m'a dit là c'est inquiétant. Donc elle m'a envoyé voir le psychologue de la PMI. Donc il a fait quelques séances avec le psychologue de la PMI. Et au bout de 3-4 séances, on m'a directement envoyé au CMP, donc le centre médico-social en fait, de la ville, pour qu'il aille voir un pédopsychiatre. Voilà. D'accord. Et c'est le pédopsychiatre qui a fait ce diagnostic Oui. C'est lui qui a présenté ce terme d'autisme la première fois? Oui. C'est le pédopsychiatre en fait qui Et pose le diagnostic. On arrive à quel mois, Maria? À quel mois on y arrive? 18 mois. 18 mois. Oui. 18 mois, c'est je dis pas de bêtises, c'est 1 an et demi. C'est 1 an et demi. C'est ça. Avant de pouvoir détecter ça. C'est Je vais me tourner vers Manu. À moins que Diroux lève la main. Il a une question. Non, parce que j'avais une petite question. Tu as dit que c'est au bout de 12 mois, je crois que c'est ça, que le... alors, c'est qui? C'est le pédopsychiatre, c'est ça qui a... Non, en fait, il y a le médecin de la PMI, donc un Voilà. médecin, un pédiatre, un pédiatre normal, D'accord. que l'enfant va voir à la PMI tous les mois. Et c'est elle qui a détecté ça et c'est elle qui a envoyé vers le psychologue d'abord de la PMI. D'accord. Donc, ça veut dire qu'effectivement, finalement, pendant 12 mois, même quand tu es parent et que tu côtoies effectivement tout le temps, en fait, compte, tu t'aperçois pas forcément en fait compte de ce syndrome-là, en fait. Non, puisque ton enfant, bon, il grandit ça normalement. Ça se voit pas Ça ne se physiquement, voit pas. ça Ça ne se voit pas. Et comme on dit, nous chez nous, bon, l'enfant, il peut pas parler, marcher en même temps, il peut pas. Donc moi, la parole, elle venait pas. Donc je me suis dit, c'est pas grave, puisque son grand frère, il a pas parlé tout de suite. Il a parlé très tard. Donc je me suis dit, bon, c'est pareil. Donc on voit pas ça. On voit pas ça. C'est des petites attitudes que le médecin voit. Et, parce que eux, ils sont, on leur dit, si vous détectez tel ou tel truc, faut nous contacter parce que il y a des c'est maintenant qu'on arrive à faire ça plus vite. D'accord. Moi, j'avais une question aussi. Oui. Parce que tu as dit à 9 mois, ils se sont aperçus que l'enfant ne répondait pas à son prénom. À son prénom. Ça veut dire que quand on est un parent, ça, c'est quelque chose qui peut échapper aux parents, le fait que l'enfant ne réagisse pas, par exemple. Est-ce que c'est un truc qui nous échappe parce qu'on est avec l'enfant? Oui, parce qu'on est avec l'enfant tout le temps. Bon, il répond pas, on se dit bon, c'est pas grave. Et comme par hasard, un jour, on va être devant lui, il va lever la tête, on va se dire oh, bah c'est bon. Ou bien on va se dire qu'il n'entend pas. Là, on va penser que c'est les oreilles, qu'il y a un souci de surdité, tout ça. Mais en fait, ça c'est autre chose. Il faut bien comprendre que les diagnostics, malheureusement, on n'est pas tous à même de faire des diagnostics. Manu, je voulais te poser la question, toi, de ton côté, comment est-ce que tu en as... Toi, a priori, ce diagnostic est en cours, si je comprends bien. Ouais. Comment est-ce que tu en es venu à rentrer dans ce parcours? Alors, moi, ce qui se passe, c'est que Evan, qui a 5 ans, Comme la porte, Lenny, ne parle pas, a du parle mal très à peu. parler, parle très peu, il n'arrive pas à faire des phrases entières. Et donc, ça fait 1 an et demi, donc quand il était en moyenne section, où on a fait une étude avec la directrice, sa maîtresse, une équipe pédagogique, qui était suivie par une orthophoniste. Et donc, on s'est dit, bon, bah voilà, il a des problèmes pour parler. Le micro plus près. Il a du mal à parler et il a du mal à. Voilà, par rapport aux autres. Donc, pour nous, vu que son grand frère, qui a 11 ans, avait eu ce problème et c'était venu tout seul, on ne s'était pas inquiété. Et puis, on avait dit, bon, bah, on va quand même faire les oreilles. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait l'ORL, on a fait même le kiné au cas où, parce qu'on voyait qu'il y avait une jambe qui avait un petit peu de mal à suivre.
et prendre un rendez-vous avec un neurologue. Donc ça, je vous parle de janvier 2020. D'accord. La neurologue, j'ai pris le rendez-vous en sortant de la réunion auprès de tout le monde. La neurologue, je l'ai vue en janvier 2021. Ouais. Donc, tu as pris un rendez-vous et tu as eu le rendez-vous. Tu as pris un rendez-vous en 2020 et en 2021 seulement, tu as pu avoir ce rendez-vous. Voilà. Ce qui marque un peu, je me permets de le dire, la France, en recherchant un petit peu, la France est connue pour être en retard dans tout ce qui est dépistage et accompagnement de l'autisme par rapport au monde. Voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir. C'est une donnée qu'il faut avoir. Manu, je te laisse continuer. Donc, j'ai vu la neurologue. Alors, pour vous montrer un peu le niveau un peu du retard, c'est que quand j'arrive dans le bureau de la neurologue, première chose, elle me dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Je dis, bah, j'ai un enfant, regardez, il est là. Vous voyez qu'il a du mal à parler, donc ça fait 1 an. Elle me dit, mais c'est trop tard, vous vous rendez compte? Donc je lui dis, pardon, je suis en retard, mais c'est à cause de vous que je suis en retard. Ah oui. C'est ça. Et puis là, elle me dit, bah attendez, on va voir, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des nouvelles, une nouvelle plateforme par rapport aux troubles du langage, patati patata. Donc elle me fait tout. Donc elle appelle une de ses collègues qui s'occupe de cette plateforme. Et la première chose que moi j'entends par téléphone, parce que son haut-parleur était assez fort, mais c'est que maintenant que le monsieur s'inquiète. Oh là là. J'ai commencé un peu à bouger la table en disant, bah c'est bon, je me casse, et puis c'est bon, on va aller voir ailleurs. Claire. Elle me dit, bah non, vous inquiétez pas, on va prendre les choses en cours, vous inquiétez pas, on va avancer. Et c'est vrai que au moment où je suis sorti de son bureau, les choses ont avancé. Mais avancé, à date d'aujourd'hui, moi je ne sais pas ce qu'a mon fils. C'est-à-dire qu'il y a des symptômes d'autisme, c'est-à-dire le flapping. Alors le flapping, c'est quand il est heureux, il est comme ça. Voilà, il y a ça, mais après, la vie en société, ça se passe bien pour lui. Donc, il y a des symptômes. Donc, actuellement, quand on parle de retard au niveau français, le CMP, dont tu parlais, Maria, tout à l'heure, j'ai pris rendez-vous au CMP, c'est minimum 2 à 3 ans d'attente. Wow. Voilà un peu où en est la France. Je pense qu'il y a un moment où il faut être un peu clair. Voilà où on en est dans le traitement, dans la mise en place du parcours de santé qu'il y a. Non, mais juste une question, Phobe. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui est propre à la France ou plutôt de manière internationale, à savoir qu'on est effectivement en 2021 et visiblement on ne connaît pas, enfin on connaît très peu de choses. Alors je vais laisser Maria y répondre. Non, mais justement, alors que j'imagine que depuis tout le temps, il y a déjà eu des enfants autistes depuis la nuit des temps. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est propre en France ou C'est une bonne question, Diroux, que tu as, et je pense que Maria va y répondre. En France, toi, tu t'es beaucoup. Alors, en France, donc on est très en retard, on va dire, on a rattrapé un peu le retard, mais on va dire on a à peu près 45 ans de retard sur l'autisme. Et ça veut dire que dans tous les autres pays, il y a des structures spécialisées pour les autistes. Dans les écoles ordinaires, il y a des classes pour les autistes. Tout est fait pour améliorer, pour s'adapter à l'autiste et pas le contraire. Mais en France, déjà, on est très procédurier. Il faut ceci, il faut cela, il faut des papiers, il faut aller là. Donc, on est très, très en retard. Et du coup, et il y a des plans qui sont faits, qui sont refaits, mais ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Non, ça n'avance pas. Je vois que Dominique a une question. Justement, c'était un des combats de Madame Macron, l'autisme. Oui. Est-ce que tu as senti, est-ce que vous avez senti une différence depuis justement depuis que le nouveau président fait? En fait, depuis que M. Macron est au pouvoir et que sa femme s'en occupe, on sent qu'ils essayent. Ça n'avance pas plus vite, mais on sent qu'il y a un essai de faire quelque chose. On en parle plus parce que avant, quand on regardait à la télé, quand c'était la journée pour l'autisme, c'était court-circuité par le cancer du sein.
Et ça passait à la trappe. Donc, on voyait le cancer de ceci, le sida action, et l'autisme, ça passait à la trappe. On ne voyait pas. En ce moment, on voit plus. Il y a des jingles, il y a des ceci, il y a des stars qui en parlent et tout. Là, on commence à voir. Mais avant, ça passe à la trappe. Ce qui se passe aussi, là, ils ont mis en place depuis 8-9 mois, je crois, une plateforme. Alors, je vous donne parce que je suis en train de regarder en même temps le papier qu'ils m'ont envoyé. Ça s'appelle la plateforme du trouble du neurodéveloppement. Oui. Alors, ça, c'est une plateforme qui a été créée. Alors, je sais pas trop. C'est que quand moi j'ai vu la neurologue, la première chose qu'elle m'a dit, mais c'est pas par moi qu'il faut passer. Il faut passer par cette fameuse plateforme. Et donc, je lui dis, bah attendez, moi, ça fait 1 an que j'appelle tous les mois votre secrétariat. On m'en a jamais parlé. Elle me dit oui, mais je comprends pas, votre enfant est suivi par un orthophoniste, vous avez un médecin traitant, ils sont au courant. J'ai fait ah bon d'accord, donc j'ai vu l'orthophoniste de mon fils et le médecin traitant qui ne sont pas au courant que ça existe. D'accord. Non, ils sont pas au courant. Mon médecin traitant m'a regardé sur son compte pro de la sécurité sociale. Elle me dit ah bah oui c'est vrai ils en parlent, sauf que ils ont fait toute une page pour parler de cette plateforme, mais il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a pas d'adresse mail. Il n'y a rien. C'est-à-dire que pour celui qui... Donc moi, j'ai donné l'information, la plaquette à mon médecin traitant, à l'orthophoniste. L'orthophoniste est choqué en disant, je ne comprends pas pourquoi moi, la première à voir des enfants qui peuvent avoir des problèmes, je ne suis pas au courant de ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont faites, mais personne n'est au courant. Et malgré ça, moi, j'ai déposé un dossier il y a 3 mois. Il y a déjà 6-7 semaines de commande d'attente. Et ça vient juste d'être créé. Donc j'imagine que dans 1 an, c'est 3 ans d'attente. Voilà. Il faut bien se rendre compte de la détresse des parents, parce que lorsqu'ils apprennent qu'il y a cet autisme qui est suspecté, parce que là, on n'en est même pas encore au traitement, au suivi, à l'accompagnement, il y a quand même, avant même d'arriver dans ce parcours-là, un vrai problème. Juste pour illustrer le cas, on parle pas de cas très minoritaires. L'autisme concernerait 1 enfant sur 200 à naître. C'est-à-dire sur 200 enfants qui naissent, il y en a 1 maintenant. Sur 100. On est sur 100 maintenant. Ouais. On est sur 100. On est sur 100, c'est quoi? Alors, sur 100, c'est même pire. Moi, j'avais lu 200. 1 sur 100, ouais. 1 sur 100, merci de me corriger, Maria. 700 000 en France. Voilà. Donc, on est sur quelque chose sur lesquels il faut vraiment éveiller un peu les consciences. Oui, mais justement. Diroux, tu voulais intervenir. Mais je me faisais un petit peu la réflexion. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le problème de ces handicaps, entre guillemets, qu'on ne voit pas physiquement? J'ai un peu l'impression que vu que c'est un handicap qu'on ne voit pas physiquement, finalement, on en parle moins ou bien on en discute moins. Je me faisais aussi cette réflexion-là parce que depuis très longtemps, il y a pourtant des télétons en France, hein, sur des handicaps physiques, moteurs, où on voit vraiment que les gens, effectivement, sont handicapés. Il y a des choses, effectivement, qui sont faites. Et c'est vrai que par rapport à ça, il n'y a aucune communication sur l'autisme. Et pire encore, finalement, quand on regarde bien, même pour ces maladies qui sont visibles, enfin, maladies, excuse-moi, j'ai envie de dire pour ces handicaps qui sont physiques, finalement, concrètement, on reste une société qui a bougé ou bien qui bouge très tardivement. Quand on regarde bien, même aussi dans les transports, dans les métros, etc., il n'y a que maintenant, finalement, qu'on installe des ascenseurs ou des rampes, alors que finalement, on parle au travers de télétons qui, soi-disant, génèrent beaucoup d'argent. On parle des handicaps physiques depuis un certain nombre d'années. Et finalement, en France, on est toujours les derniers à mettre en place des choses. Alors, du coup, je me posais aussi la question de savoir, est-ce que, en plus de ça, vu que c'est une maladie, vu que c'est un syndrome qui n'est pas visible physiquement, est-ce que du coup, ça peut participer à ce que, du coup, on mette ça un peu de côté, qu'on n'en parle pas, un petit peu comme lorsqu'on a des maladies. On va poser la question à Maria et Manu. Maria, est-ce que dès le départ, tu as été à l'aise pour parler d'autisme ou pas? Non, parce que quand on me l'a annoncé, je rentre chez moi, on m'a dit oui, il est autiste, et je ne savais pas c'était quoi, parce que autour de moi, j'avais personne qui avait ce trouble, et donc du coup, je rentre chez moi, et le seul truc, heureusement que maintenant on a Internet, je vais voir autisme, c'est quoi, je regarde sur YouTube, c'est comme ça.
que j'ai pu faire quelque chose. Mais sinon, il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et pareil, Manu, toi aussi, c'est ce que tu nous disais. Quelles ont été pour toi peut-être, allez, on va peut-être sauter une étape, mais les structures, les choses qui t'ont permis de rentrer dans ce parcours, où tu es encore d'ailleurs. Alors, le truc, c'est que quand moi j'ai vu cette fameuse neurologue, quand elle me parlait, donc Evan qui avait 5 ans, tout ce qu'elle me disait, en fin de compte, elle ne me faisait pas penser à mon fils de 5 ans, mais à mon fils de 11 ans. Par rapport au comportement, parce que par rapport tout à l'heure, Dirux parlait de films ou autres. Souvent, quand il y a des films, c'est comment je pourrais dire, c'est pas les extrêmes, mais les enfants qui ont le syndrome le plus fort. Voilà, c'est enjolivé. Exactement. Il y a c'est enjolivé. Voilà, oui. Les enfants, c'est par rapport au comportement en société. C'est-à-dire que, admettons, Kélian qui a 11 ans, lui, à part des difficultés de parler quand il était très jeune, après, il est à l'école comme tous les autres enfants, mais d'un seul coup, on voit que la vie en société, dans la cour d'école, il était tout seul. Ou il y a eu des harcèlements en primaire. Donc, nous, on croyait que lui, quand il se faisait harceler, pour lui, c'était un jeu, donc il ne nous en parlait pas. C'est d'autres parents qui ont dit, ouais, notre enfant a parlé, et que votre fils, à l'école, il se faisait embêter. Et donc, c'est là que voilà, moi, je suis intervenu pour savoir ce qui se passait. Mais pour lui, quand je lui en parlais, il fait, non, mais il joue. Mettre le cartable dans la poubelle, arracher les vêtements. Pour lui, c'était un jeu. Parce que pour lui, voilà, c'était du premier niveau. Donc voilà, les autres jouaient avec lui. Mais lui ne va pas vers les autres. Ils n'arrivent pas à déterminer en fait les sentiments des autres en fait. Voilà. Mais ce que vous dites, on va y arriver. J'ai deux, trois réactions d'internautes qui sont assez intéressantes. Alors, il y a Laetitia qui nous dit que d'après ce qu'elle voit, c'est le parcours du combattant pour entrer dans dans cet ensemble de suivi. Il y a Marie-Laure. On embrasse Marie-Laure. Salut Marie-Laure. On embrasse Marie-Laure. Marie-Laure qui nous remercie d'aborder ce sujet. Nous, on te remercie de suivre le sujet. Comme ça, ça c'est déjà fait. Il y a Escromis qui nous dit de couper le micro à Dirux. Mais non, Dirux, il va nous parler. Il va nous parler, Dirux. Il va nous parler. Il va nous dire des choses. Son ressenti, on a besoin du ressenti. Non, ça, c'était pour la définition. Nous avons aussi Maurice Valérie qui est aux États-Unis. Hello, guys. From the USA, cousins. Masso, qui nous dit qu'aux États-Unis, ça ne rit pas. Toutes les écoles ont des suivis et programmes pour les autistes. Ouais. Et ici, aux États-Unis, c'est rapide pour prendre les enfants autistes en charge. Sinon, les parents vont porter plainte pour discrimination. Voilà la façon, j'ai l'impression que c'est la façon dont la société traite les siens qui est très importante à comprendre. Très, très importante à comprendre. Revenir. Oui, vas-y, Sunkist. Vas-y. En fait, je voulais rebondir notamment sur ce que Dirux disait par rapport au film Rayman. Alors après, ce n'est que mon point de vue, mais je trouve que ce film a plus ou moins desservi la connaissance ou la sensibilisation des personnes sur ce type de troubles, parce que les gens ont une vision, en fait, d'un cas parmi tant d'autres. Or que c'est d'une personne à une autre qui est diagnostiquée autiste, il y a ça se présente différemment d'une personne à une autre. Par exemple, de ce que j'entends de Maria et de ce que j'entends de Manu, c'est pas la même. C'est pas un cas extrême, c'est ça qui est un peu machin, qu'ils ont pris un cas extrême. Voilà. Effectivement, il y a des degrés moindres. Quand tu réfléchis. J'aimerais. Oui, mais il y a autant de. J'aimerais qu'on revienne au cas concret. On était sur le cas extrême. J'aimerais qu'on revienne dans l'extrême du cas ordinaire. Parce que vous allez voir que le cas ordinaire est aussi extrême. Je trouve, il est aussi extrême. Maria, je te connais d'avant la naissance de ton enfant et aujourd'hui. Il y a quelque chose qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, tu t'occupes à 100% de tes enfants. C'est ça. Il faut bien comprendre. Qu'est-ce qui t'a amené
qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision qui n'est forcément pas facile dans notre société, Maria? Alors, moi je suis fonctionnaire, je travaille dans les écoles, donc c'était mon rêve. Donc, je travaille avec les enfants, tranquille et tout. Et à partir du moment où on m'a diagnostiqué ça pour les nids, eh ben, j'ai dû totalement arrêter de travailler parce que on ne peut pas s'occuper de mon fils. S'il n'y a personne pour s'en occuper à l'école, parce que je me bats pour qu'il soit à l'école ordinaire, s'il n'y a personne pour s'en occuper, il faut que je le récupère parce qu'ils ne peuvent pas s'en occuper. La maîtresse, elle ne peut pas s'en occuper. Il a des rendez-vous. Et on ne peut pas tout le temps. Il y a des moments où on peut le confier à un taxi qui vient le chercher. Il y a toute une procédure à faire. Mais sinon, je suis obligée de rester chez moi parce qu'il faut que je m'occupe de lui. À un moment, il n'y avait pas du tout d'AVS, donc j'étais obligée de le garder à la maison. Donc, si je travaillais, ce n'était pas possible. Et je ne peux pas dire à mon employeur, ah ben aujourd'hui, je ne viens pas, demain, je viens 2 heures, aujourd'hui. Donc, on est obligé de s'arrêter de travailler. Dans le couple, il y a un des deux qui est obligé de s'arrêter de travailler. Et c'est quelque chose qui arrive très souvent. C'est malheureusement quelque chose qui arrive très souvent. Quasiment tout le temps. On est dans un pays qui n'a pas pris le temps de mettre en place effectivement des structures ou une organisation pour accueillir ces enfants. C'est ça. Je peux entendre. Moi, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de connaissances qui sont dans le cas de Maria ou de Manu, qui ont un enfant autiste. Effectivement, Manu, tu en parlais. C'est vers 5 ans finalement qu'on a commencé à s'interroger en fait sur le cas de ton deuxième fils. Et j'ai une amie comme ça pour qui la maladie s'est déclenchée effectivement vers l'âge de 8 ans. Donc un enfant qui était en très bonne santé jusque-là et qui d'un coup d'un seul s'est vu régresser d'un point de vue des capacités voilà, d'enfermement, la réduction totale, jusqu'à la réduction totale de la parole. Donc c'est un enfant qui a parlé et qui s'est mis à ne plus parler. Et effectivement, on est dans un pays qui n'est pas du tout préparé. La plupart de mes amies féminines ont arrêté de travailler pour s'occuper des enfants. Je trouve ça très dommage quand j'entends qu'aux États-Unis, effectivement, tout est fait pour que l'enfant tout de suite soit intégré. Et du coup, on a un problème, nous, en France, je pense, c'est en tant que parents d'enfants bien portants, on n'a pas éduqué nos enfants à accueillir les enfants mal portants. En tout cas, moi, c'est un témoignage qui m'est propre. Mes enfants ont grandi avec une petite fille handicapée qui était la petite fille de ma meilleure amie. Et parce qu'ils ont grandi avec cet enfant, ils ont tout de suite adhéré, enfin, ils ont fait de cet enfant leur protection, par exemple. Donc, ils avaient pris conscience très petit de la fragilité de cet autre enfant par rapport à eux. Et du coup, ils ont pu grandir en intégrant le handicap chez les autres enfants, à ne pas être apeurés, à ne pas s'en moquer. Et je pense qu'en France, au-delà des structures, au-delà de notre système social qui n'a peut-être pas encore pensé à tout, c'est aussi l'éducation que nous, parents, adultes, on peut donner, transmettre à nos enfants de façon à ce qu'ils adhèrent et soient familiarisés au handicap. Ça, c'est quelque chose qui manque dans notre société. Belinda, on va y revenir juste avant de donner la parole à Dom. À Dom qui lève la main très gentiment. J'ai trois réactions des internautes. Nous avons Guillaume qui est avec nous et qu'on salue. Guillaume qui est arrivé. Nous avons Davy, ça va détendre un peu l'atmosphère, qui se demande mais quel est ce maillot que tu nous as mis, Maria? C'est n'importe quoi. Davy qui nous dit qu'il faut arrêter, qui donne un plis-fos, donne quand même un plis-fos, comme quoi les rivalités Marseille-Paris peuvent parfois passer. On peut faire la part des choses. Nous avons l'œil de Joyce qui nous dit que l'autisme fait peur aux enfants et aux adultes. Et Escromis Luno qui milite et qui veut que les enfants soient scolarisés et qu'on les aide. Et c'est un minimum. Dom, une réaction. Et juste après, j'ai une question pour Maria et Manu de Laetitia concernant une journée type. Dom, à toi. J'avais juste une question. C'est vraiment parce que, en fait, Maria, tu n'as pas de structure adéquate qui fait que tu es obligé
de ne pas travailler? Oui, parce qu'en fait, avant, quand on avait un enfant autiste, on le mettait en hôpital psy et puis voilà, et puis on faisait sa vie. Donc voilà. Et maintenant, comme moi, je milite pour qu'il soit en école ordinaire. Sûr. Et là, donc, je n'ai pas le choix. Parce que s'il était en hôpital psy, en hôpital de jour, le truc pour déglinguer un enfant autiste, hein, parce qu'il serait qu'avec des autistes qui ne sont pas en fait de son niveau, parce qu'il y a différents types de niveaux d'autisme. Alors, si moi, mon fils, il est très calme, alors il va une journée là-bas, il commence à hurler. Et en fait, c'est ce que je voulais pas. Je voulais qu'il soit, et en plus, sa pédopsie, elle milite pour que les enfants autistes soient à l'école. Comme ça, les autres enfants ordinaires et neurotypiques, eh ben, il les tire vers le haut. Tout à fait. Et du coup, moi, depuis la maternelle, il est en école ordinaire. Et c'est vrai que tous les enfants qui l'ont suivi en fait dans sa scolarité, eh ben maintenant, quand je les vois, eh ben, ils protègent les nids, c'est non, on touche pas les nids, c'est comme ça. Ils savent que quand les nids commencent à boucher les oreilles, il faut se taire, on parle trop fort. Donc, ils ont l'habitude. Ils ont appris son Voilà. langage. C'est ça. Ils se sont adaptés surtout à lui en plus. C'est ça. Mais c'est là la complexité de la chose. Juste pour terminer, Fob, c'est que on voit que c'est pas nécessairement qu'un problème de système, je veux dire, de santé. C'est aussi le système de l'éducation, je veux dire, nationale. Global. Puisque finalement, ce que tu dis, Maria, est intéressant, c'est que la solution, c'est pas non plus de créer un centre qui va accueillir ton enfant et qui sera effectivement coupé finalement du reste du monde. Non, c'est justement, c'est ce que je disais, c'est qu'il faudrait que dans l'école, dans l'école ordinaire, il y ait au moins une classe où l'enfant autiste peut faire le va-et-vient entre sa classe normale et la classe où il a du mal. Par exemple, s'il a du mal en maths ou je sais pas quoi, eh ben c'est un prof spécialisé qui s'en occupe avec différents. Mais c'est ça, et ça on l'a pas. C'est la classe dont parlait Maurice Valéry des États-Unis, qui ont de la bouffe dégueulasse, mais savent éduquer leurs enfants, savent s'occuper de leurs enfants. C'est ça. J'aimerais, Maria, j'avais tout à l'heure une question de Laetitia qui se demandait quelle était ta journée type, ta semaine type. Moi, je sais, Maria, que tu as plusieurs rendez-vous dans la semaine, que tu vois plusieurs personnes pour t'occuper de ton enfant. Oui. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de tous ces rendez-vous que tu as dû mettre en place, de tous ces métiers, parce que il n'y a pas juste un docteur, il y a plusieurs choses. Oui. Parle-nous-en. Alors, Léni, donc il va à l'école une bonne partie de la semaine, mais par exemple, donc le lundi, il va à l'école le matin, toute la journée, l'après-midi. Je le laisse à la cantine exprès. Donc, il a 2 jours où il va à la cantine pour apprendre à être avec les autres, hein, avoir le bruit de la cantine et tout ça. Donc, je fais exprès de le laisser à la cantine. Et donc, après, il a orthophonie le mardi. Orthophonie. L'orthophoniste, alors je pense que tout le monde n'est pas familiarisé. L'orthophoniste sert à… en fait, pour lui, ça lui sert à s'exprimer, à apprendre à lire correctement, à apprendre à lire dans le bon sens, hein, parce qu'il faut qu'il apprenne, c'est une ligne après une autre. Lui apprendre aussi à calculer, parce qu'il y a des spécialistes des mathématiques. Il y a aussi faire des jeux pour qu'il sache c'est quand son tour, pour savoir compter ses points. Donc, il y a tout ça. Il n'y a pas que le langage, en fait. L'orthophonie, ce n'est pas que pour apprendre aux enfants à parler. C'est un tout, en fait. Oui. Une organisation, effectivement. C'est ça. Donc, elle fait autant le français que les maths, que la logique. Donc, il y a plein de choses. Donc, elle fait des tests aussi pour savoir comment l'enfant évolue. Donc, il a ça donc le mardi, et il a psychomotricité aussi. Donc, qu'est-ce que c'est que la psychomotricité? La psychomotricité, donc on entend motricité, donc il n'y a pas que la motricité, donc c'est pas que pour lui apprendre à marcher et tout ça. C'est que il y a celle que j'ai en tout cas, parce qu'elles le font pas toutes, elle fait de la graphologie. Donc, apprendre à l'enfant à tenir son stylo correctement, apprendre à l'enfant à rester assis pendant un laps de temps précis.
à lui apprendre donc à tenir son stylo, à ne pas appuyer sur son stylo quand il écrit, parce que des fois les autistes ils ont pas l'appréhension en fait, ils appuient trop sur leur stylo, donc à un moment ils ont des crampes aux mains, donc ça leur fait mal. D'accord. Donc voilà, il y a l'apprentissage pour se détendre. Oui. Donc il faut qu'ils apprennent à se détendre par rapport à des situations données, par rapport à la frustration. Donc tout ça, c'est un tout aussi. Donc ça, il l'apprend, tu m'as dit, chez la psychomotricienne. La psychomotricienne. Ça fait déjà 2 spécialistes. Il y en a d'autres, Maria? Donc il va avoir sa pédopsie. Ouais. La Et pédopsychiatre. La pédopsychiatre, elle, c'est elle qui gère l'ensemble en fait, et c'est elle qui dit qui aller voir. Donc c'est elle qui voit les difficultés de l'enfant. Elle regarde, moi je vais la voir maintenant toutes les 2 semaines, mais avant c'était toutes les semaines. Donc elle voit ce qui ne va pas justement en psychomotricité. Et là, elle gère le truc, elle appelle la psychomotricienne pour lui dire ouais, il va falloir que tu travailles ça avec lui. L'orthophonie, pareil. Et la pédopsychiatre, c'est un peu la Pochettino, hein, oui. Si j'ai bien compris. C'est elle qui voilà. Manu, toi, dans ton parcours, tu as déjà rencontré cette pédopsychiatre? Bah non. Pas encore. Pas encore. Non, ce serait trop facile. Là, moi, mon parcours, c'est donc la neurologue qui a déclenché certaines choses. Ouais. C'est qui? J'ai mon dossier sur. Voilà. Ça, c'est le dossier de documents qu'il faut remplir avant de voir quelqu'un. Ouais. Voilà. C'est ça. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer. Je vous rappelle que les impôts, c'est rapide. Alors. C'est rapide, c'est automatique, les impôts. Ce qui est sympa, c'est que moi, mettons, là, je vais vous ouvrir la première page. Là, c'est tac. Ça, c'est tous les rendez-vous avec les différents spécialistes pour au moins avoir un avis. C'est pour avoir un avis. Sauf que pour avoir un avis. Ça a l'air de te rappeler des souvenirs, Maria. Oui, mais moi, ça a été quand même un peu plus simple quand même. Un peu plus simple, mais bon. Ouais. Voilà. Là, il y a quand même des cas par cas. Bon, après, je ne vais pas vous donner les termes, mais donc, il est suivi par le CHU, le CRTLA, dit la maison du langage, le PTM, donc c'est la plateforme que je vous parlais tout à l'heure. J'ai aussi en cours un dossier de MDPH. J'ai le neurologue. Et donc, tout ça, c'est chapeauté par le CHU. Donc, on est en plein tout numérique, sauf que chacun veut un dossier différent. C'est ça. Le médecin traitant, je suis rendu à le voir la 4e fois pour remplir la même feuille. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de se refourguer les trucs. L'orthophoniste, pareil, elle est obligée d'à chaque fois là. La maîtresse de l'école aussi, heureusement que voilà, ils sont là pour aider parce qu'ils prennent de leur temps perso pour pouvoir remplir tous ces documents, regarder comment réagit l'enfant. Pour remplir le dossier de MDPH, moi, en regardant, je fais mais il va me falloir une semaine de congé ou prendre les vacances. Je suis passé par alors chez nous ça s'appelle le CLIC, donc c'est un réseau d'assistantes sociales locales qui, elle, quand je suis arrivé dans le bureau, elle me fait ah mais attendez, on va faire ça vite. Elle m'a sorti le dossier, elle a fait ça en une demi-heure. Et paf, elle a tout rempli, il me faut ça. Donc là, c'est limite en cours. Le dossier de MDPH n'est pas encore posé parce que je n'ai pas tous les documents de tous les différents acteurs parce que je ne les ai pas tous vus. Donc on sait que déjà pour l'année prochaine, pour le passage en CP, l'école dit nous on le prend, on fonce, on verra bien, on continue avec lui parce que voilà, il ne faut pas qu'il quitte son groupe de copains de grande section et autres. Mais à date d'aujourd'hui, on n'aura pas d'AVS. Parce que le dossier de MDPH, il n'est pas fait. Et quand il sera déposé. L'AVS, pour ceux qui ne savent pas, parce que bon, on n'est pas, malheureusement, les gens ne sont pas tous au courant. L'AVS, c'est l'auxiliaire de vie scolaire. Hein. Je me suis pas trompé. Et maintenant, on les appelle autrement, mais bon, on les appelle comment maintenant? Je sais plus, AESH ou un truc comme ça. Bon. On trouvera un nom, mais déjà, quand ils sont là, on est heureux. Voilà. Oui, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Pas tant que ça. Alors, je regardais, je me permets, Manu, je regardais en préparant l'émission un petit peu. J'ai vu qu'il y a 2 ans, il y a une dame qui est montée sur une grue. C'est ça. Oui. Pour sensibiliser sur le fait que son enfant n'avait pas d'AVS. Oui. Ce qui est scandaleux. C'est-à-dire que son enfant ne pouvait pas aller à l'école parce que
l'État ne fournissait pas l'AVS et l'État est obligé. C'est même pas, c'est une obligation de donner une AVS si il y a eu cette recommandation. Je ne dis pas, j'espère ne pas dire de bêtises. Oui, mais le problème, c'est que l'État est obligé de donner une AVS, mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas assez d'AVS. Donc, ils n'ont pas le choix. Donc, ils n'ont pas le choix parce qu'il n'y a pas assez d'AVS. Moi, dans l'école où je suis, bon, Lenny, il en a une parce que lui, il est à temps plein. Maintenant, il y a des AVS pour les enfants à temps plein et sinon, il y a des AVS mutualisés qui ont plusieurs enfants dans l'école. Et moi, j'en ai une pour moi parce que lui, il est à temps plein, il est à 100% et moi, j'ai de la chance. Donc, ça veut dire qu'ils sont même capables que si Lenny est à l'école et que son AVS n'est pas là, ils prennent une AVS de quelqu'un qui est mutualisée et ils le mettent à Lenny parce que lui, il est prioritaire. D'accord. Alors, moi, j'accepte pas trop ça. Donc, quand il n'y a pas d'AVS ou quand la maîtresse, elle n'est pas là ou je sais pas quoi, moi, je récupère mon enfant et puis point. Je suis à la maison, je le récupère comme ça. Il ne va pas prendre l'AVS d'un enfant qui en a besoin aussi. C'est pas parce qu'il est mutualisé que voilà. Mais le problème, c'est que les AVS, elles sont pas assez payées. Et c'est pour ça qu'il n'y en a pas assez. Il faudrait qu'ils créent un diplôme, quelque chose de diplômant pour que l'AVS soit un métier reconnu. Hein, parce que maintenant, une AVS, c'est quelqu'un qui est au chômage depuis plus d'1 an et qui n'a pas de formation particulière pour s'occuper des enfants handicapés. Voilà. Il faut juste être au chômage. Voilà. Il faut bien comprendre qu'il faut une volonté pour pouvoir régler certains problèmes. Il faut une vraie volonté. J'ai les internautes qui écoutent ce que vous dites. Qui commentent. Qui écoutent et qui sont là. J'ai Laetitia qui nous dit qu'il faudrait, dans une école ordinaire, avoir une orthophoniste, une ergothérapeute, mais ce sont les États-Unis. Ce sont les États-Unis, ça, malheureusement. Mais c'est vrai qu'il le faudrait. Ou la Belgique, semble-t-il. Oui. La Belgique est un pays qui se débrouille beaucoup mieux que nous. C'est ça. Les Français, ils partent là-bas. Ouais. Les Français, ils partent en Belgique pour être dans des structures adaptées. Exactement. Nous avons l'œil de Joyce. L'œil sous son œil. L'œil de Joyce. Qui nous dit que, alors je ne comprends pas, la méthode ABA, faut-il écouter ABA? ABA. Qu'est-ce que c'est que la méthode ABA? On dit qu'elle est conseillée. Qu'est-ce que c'est que cette méthode ABA? Moi, je l'ai fait un peu. Enfin, j'ai tout mélangé, moi. En fait, j'ai fait du teach, j'ai fait de l'ABA. En fait, c'est pour stimuler l'enfant tout le temps. Il faut tout le temps le stimuler. Et donc voilà quoi. Donc c'est une méthode de stimulation. C'est une méthode de stimulation de l'enfant pour le faire travailler. Et en fait, moi, j'ai fait un mélange. En fait, quand j'ai été sur YouTube, il y avait ABA, il y avait Teach, il y a une autre aussi, les 3 I. Les 3 I pour stimuler. Ah ben voilà, Lenny. Pour stimuler l'enfant, il faut pas, parce qu'en fait, un enfant autiste, il faut le stimuler tout le temps. Bien sûr. Tout le temps. Et voilà quoi. Donc. Alors j'ai aussi Fredo Cube. Excuse-moi, Maria, on dit stimuler tout le temps. Un enfant qui n'est pas autiste, il n'est pas stimulé tout le temps. Oui, mais là, en fait, c'est par rapport à eux, parce qu'en fait, comme on dit, les autistes, comme nous, en fait, quand on était petits, il y a des neurones qui s'allument, il y a des neurones qui s'éteignent, et eux, ils ont plein de neurones qui ne se sont pas éteints, alors qu'ils auraient dû. Et du coup, il y a ça qui est stimulé, il y a ça qui n'est pas stimulé. Pour qu'il parle, il faut l'obliger à parler, il faut lui montrer des couleurs, des textures, parce que sinon, il y en a qui restent là et qui ne font rien. Et qui restent en fait dans leur stéréotype. D'accord. On va te laisser. Sunkist, juste avant que tu n'interviennes, Sunkist, je n'avais pas fini de dire, de citer nos internautes qui sont passionnés, je le redis, ils sont passionnés, ils sont prévenants, et je vois que Fredo iCube donnait du courage à Manu lorsqu'il a vu tout cet ensemble de rendez-vous qu'il devait prendre. Ludivine aussi, qui est là et qu'on embrasse, Ludivine. Ludivine, on t'embrasse. Salut. Nous avons également
Maurice Valéry qui encourage Manu et qui lui dit que ça va aller, qu'il ne faut pas baisser les bras. L'exemple. Limite, heureusement qu'on est deux. Heureusement qu'il y a la maman qui est formidable, qui est là aussi. Que, voilà, parce que sinon, après, on se met en doute. Ben justement, avant que Sunkiss ne pose sa question, parce que je ne t'ai pas oublié. Ça va être un peu ça, je pense. Je ne vais pas t'oublier. Sunkiss, c'était ça? C'était ça? Mais quel type de chroniqueur exceptionnel. Sunkiss, à toi. À toi, Sunkiss. En fait, ma question, parce que j'entends aussi bien Maria, que je connais bien, et Manu, et j'ai l'impression qu'ils sont tout de suite dans la réaction après avoir eu l'annonce du diagnostic. J'ai l'impression qu'ils ont tout de suite été dans la réaction. Et la question que je me pose, et j'essaye plus ou moins, et quand je vois autour de moi, quand on a l'annonce du diagnostic, quelle est votre réaction? Quelle a été votre réaction en tant que parent? Est-ce que vous avez été tout de suite dans la réaction? Est-ce que vous avez eu un temps pour digérer la nouvelle? Voilà, c'est la question que je me pose aujourd'hui parce que j'ai l'impression que tout de suite, vous avez été tout de suite très réactif et aller chercher toutes les infos qui étaient nécessaires avant d'avoir pu digérer un petit peu la nouvelle. Sunkiss, ah, Maria voulait? Oui, je réponds. Mais c'est pas grave. On commence par Maria. Et Manu réagira après. Oui, moi, en fait, quand donc j'ai été au rendez-vous, vu que je travaillais pas, donc j'ai été toute seule. Donc, j'ai été à mon rendez-vous. Quand je suis revenue après l'annonce, j'ai pleuré pendant 1 heure. J'ai bien pleuré. Et une fois que j'ai fini de pleurer, j'ai dit, allez, Maria, on se retrousse les manches, ça y est, c'est fini. On pleure plus parce que l'enfant a besoin de toi. Donc, voilà. Donc, j'ai appelé le papa pour lui dire, voilà ce qu'on m'a annoncé. Voilà. Lui aussi, silence. Et puis, il a chialé ou pas? Non. Il a chialé. Il n'a pas chialé. Je connais bien le papa. Ce serait humain. Non, il n'a pas chialé. Il m'a dit tout de suite, est-ce que ça va toi? Il m'a dit, moi, est-ce que ça va toi? J'ai dit, moi, ça va. Donc, j'ai déjà vu ça. Je lui ai dit, j'ai été sur YouTube, j'ai été machin. Il faut savoir comment faire pour. Mais on n'a pas le choix. Parce que si on reste à dormir comme ça, parce qu'on nous dit surtout que une fois que c'est dit, il faut aller vite. Parce que l'enfant, il faut que ce soit tout de suite, parce que plus on attend et plus. Donc, moi, j'ai cherché tout de suite l'orthophonie, j'ai cherché ça, parce que sinon, c'est très, très long pour trouver quelque chose. J'ai attendu 1 an pour l'orthophoniste. Et c'est très compliqué, c'est une baffe qui arrive. Et c'est une baffe qui fait d'autant plus mal que le monde qui nous entoure n'est pas là pour. N'est pas préparé. N'est pas préparé, et n'est pas là pour nous soutenir. C'est ça. Je vois que Virginie, la femme de Manu, est venue nous faire un coucou pour nous parler de leur réaction avec Manu. Comment ça s'est passé pour vous? Très difficile parce que Kélian Petit, il parlait pas. Ouais. Et le pédopsychiatre nous a dit, vous avez des enfants des fois qui parlent d'abord et après ils sont moins moteurs, ou soit il est moteur, il ne parlera après. C'est ça. Ce qui fait que sur le coup on s'est pas inquiété, on a dit comme Kélian est très moteur, Kélian il escaladait très vite, il comprenait comment monter sur un truc d'araignée, qui fait qu'on n'était pas inquiet. Et son langage s'est développé courant la 2e année maternelle, mais petit à petit, et qui fait qu'on s'est moins inquiété. On a dit ça y est, c'est parti, c'est démarré. Quand Evan est arrivé au monde, ça a pris la même tournure, qui fait qu'on s'est pas inquiété. On s'est dit c'est pareil, ça va aller et tout, mais en fait non, parce que comme Manu l'a expliqué, Evan, lui, il a des réactions totalement différentes. Il est très vif, mais ne parle pas du tout. Alors qu'il fait l'orthophoniste, doit travailler tout le temps avec lui. Là, ça commence le langage pour lui. C'est vraiment le prémisse par rapport à ses autres camarades qui sont déjà très, 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 très loin. Et Evan prend la facilité. Il ne sait pas écrire, mais il va faire les gestes d'écriture. Qui fait les profs nous dit déjà, lui, il va compenser avec l'écriture, mais nous, on veut pas. Qui fait que quand il nous dit quelque chose et qu'il commence à écrire, on lui dit, mais je comprends pas, dis-moi le mot.
pour le forcer un petit peu C'est ça. Ouais. à utiliser Au le langage. langage et à utiliser sa mâchoire, parce qu'on a l'impression qu'il a la mâchoire serrée. Et en fait, Ouais, tout se passe au niveau de... Vraie éducation. Mm. C'est une vraie éducation. Dom a Vraie une éducation. question. Dom a une question. Et, Rééducation même. par rapport aux frères et sœurs, comment ça se passe? Ah. Aux autres frères et sœurs, comment ça... Alors, les frères... Comment ça se passe? Alors, les frères au sens africain du terme ou les frères de la même... voilà. De notre fratrie, voilà. les quatre. Voilà. Les frères, les quatre fantastiques. les frères, même père ou même pas père, mais dans la même maison. Voilà. Les quatre fantastiques, on les appelle. Comment ça se passe? Evan, il est, on va dire, il arrive à s'embrouiller avec ses frères et sœurs, donc c'est une vie normale d'enfant. C'est-à-dire que pour eux, leur petit frère, il a du mal à parler, point barre. Ils vont pas chercher autre chose. D'accord, il a du mal, et puis voilà quoi. Il le considère comme il le préserve pas, hein. Il le considère normalement. Et dans certains sens, c'est très bien. Ouais, et comme ça, il voit pas non plus de différence. Pour Kélian, c'est plus compliqué parce que Kélian, lui, c'est les sentiments des autres qu'il a le mal à comprendre. Et que pour Kélian, soit c'est noir, soit c'est blanc. Oh, il y en a beaucoup comme ça ici. Il y en a beaucoup ici qui sont pareils. Pour expliquer Kélian, je dis que c'est un ordinateur. Il connaît le 1 et le 0. Il connaît que ça. Ouais. C'est noir ou blanc, 1 ou 0. Le gris. Voilà. Il connaît pas le gris. Qui fait que quand il y a des petites histoires avec sa sœur ou ses frères, on prend le temps de lui faire comprendre. Il faut prendre beaucoup de temps avec lui pour qu'il comprenne. Et même quand il comprend, il veut pas comprendre. C'est un combat perpétuel avec lui. Mais après, il a les trucs qui sont assez marrants avec lui, c'est quand vous faites des maths avec lui. Ah, il est plus qu'avec moi. Il a une logique à lui. Alors tout à l'heure, on parlait de films où l'enfant a des super capacités. Moi, ce qui me tue, qui est matheux, quand je fais des maths avec mon fils, il va pas utiliser la méthode qu'on a vue à l'école. Il va utiliser une méthode à lui. Il va passer par 150 chemins. Mais il va y arriver. Le résultat, à la fin, il est bon. Il est bon, le résultat. Et donc, que voulez-vous dire? Choquant, moi, je peux pas l'engueuler en disant, mais c'est pas bon ce que tu fais. C'est pas non, bon, c'est pas la méthode. Le résultat. Et puis, mais regarde, papa, c'est la même chose que tu as trouvé. Ouais, mais bon, t'es gentil, mais j'ai pas rempli une page entière de calcul pour avoir ce fameux calcul. Ouais, mais pour lui, c'est logique. Sauf que à l'école, heureusement qu'il a un PAP qui lui permet de remplir quand, mettons, il y a une dictée. Alors, il fait que le PAP. Voilà. Parce que, attention, il faut Donne la vulgariser. définition. Tout le monde ne connaît pas. Sauf Diroux qui savait. C'est quoi? Il savait. Tu savais pas? PAP, c'est le temps qu'il a en plus, en fait. Kélian, il a droit à plus de temps pour lui. C'est un temps en plus à l'école. Voilà. C'est ça. Voilà, parce que comme Maria le disait, Kélian, il a ce problème-là qu'il appuie trop sur son stylo et trop écrire le fatigue. Ouais. Il est fatigué à écrire. Qui fait que lui, il a des dictées à trous. Quand il a des examens, des contrôles, il a plus de temps. Qui fait qu'il y arrive, mais avec plus de temps. Et voilà. C'est net pour lui d'avoir ce temps en plus. Maria, tu ne nous as pas parlé. Je vais revenir à toi. Finalement, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est que finalement, vos enfants, ils ne sont pas seuls, en fait. Heureusement qu'ils ont des frères et sœurs. Parce que je me pose la question de si jamais, effectivement, c'était des enfants uniques, ça pourrait être peut-être un petit peu plus compliqué parce que finalement, leurs frères et sœurs, vu qu'ils n'ont pas conscience finalement du syndrome, ils vont peut-être les stimuler ou bien jouer avec eux comme oui, si, c'est ça. Il y a plus de stimulation. En fait. Il y a plus de stimulation quand il y a des frères et sœurs. Ouais. Quand il y a des frères et sœurs. Il faut savoir que notre fille aînée, elle a quand même 15 ans, elle va sur ses 16 ans. Elle comprend très bien ce qui se passe pour ses petits frères. Et elle est énormément protectrice. Mais eux aussi, on a un exemple, Kélian, on était en vacances en Grèce avec lui, sa grande sœur, ils ont 3 ans de différence. Sa grande sœur qui se faisait embêter dans la piscine et que lui, il voulait pas aller dans l'eau, il a couru comme une furie, on comprenait pas ce qu'il disait, comme ça, mais c'est fou quand même comment les uns et les autres se protègent. Voilà, l'instinct de survie, c'est ça. L'instinct, c'est bien. Voilà. C'est l'instinct. Maria, Maria, j'aimerais, enfin, Maria, Manu, Virginie, Dom Sunkist, Belida Kay, Diroux et les internautes. J'aimerais passer à un nouveau chapitre de cette émission.
je voulais parler un peu des sources de soutien pour ce parcours de prise en charge de l'autisme. Il y a, j'imagine, des associations. Oui. Il y a des associations, il y a des structures, trop peu. Mais pour les quelques personnes qui nous écoutent, est-ce que vous pourriez nous en parler? On va commencer par Maria. Moi, mon CMP de ma ville, ça marche très bien. Oui, le CMP, le centre médico-social. D'accord. Justement, où je vais consulter pour l'ENI. La pédopsychiatre, elle est très, très, très bien. Elle conseille beaucoup. Il y a des assistantes sociales là-bas. Et moi, j'ai été une fois dans une association, c'est Autisme 95. D'accord. Et donc, on a des parents on discute de ce qui va avec nos enfants, ce qui ne va pas, on se donne des solutions. Et sinon, Facebook, Facebook, il y a beaucoup de groupes. Il y a beaucoup de groupes de parents qui essaient d'avoir des solutions, Instagram, partout en fait, il y a des choses, mais il faut chercher. Mais j'ai l'impression, alors vous allez me dire Virginie et Manu si c'est pareil, mais j'ai l'impression que autant le melting pot de solutions de santé n'a peut-être pas ce soutien qu'il faudrait, autant j'ai l'impression que vous avez des groupes de parents, associatifs qui sont assez là. Oui, c'est ça. Manu, pour l'instant, nous, limite, comme on n'a pas de diagnostic, parce qu'il y a plusieurs... Dans le syndrome, il y a différentes... on parle du spectre. C'est un spectre. Ouais, maintenant, c'est le spectre, c'est le trouble du spectre autistique. On ne peut pas aller voir une association et autres. Moi, je remercie, c'est comme le personnel médical, mais au moins les secrétaires médicales. Parce qu'à date d'aujourd'hui, quand vous attendez, vous avez déposé un dossier, qu'on vous dit qu'il faut 6 semaines avant qu'une commission arrive, mais à chaque fois que je les ai au téléphone, ils me disent, dès que vous avez une question, n'hésitez pas, appelez-nous. Là, mettons, je vous dis, c'est quand c'est vendredi matin, je travaille de nuit, vendredi matin, j'ai reçu un coup de téléphone à 11h de la plateforme du trouble qui me dit, monsieur, la commission a eu lieu, je suis un docteur, voilà, pour votre fils, vous allez avoir... je sais plus, 2 praticiens qui sont pas remboursés, on prend ces 2 praticiens en charge pendant 1 an. D'accord. Et elle me dit, surtout, vous avez notre numéro de téléphone, vous dites à la secrétaire, à l'accueil, qui vous êtes, et on vous prend tout de suite au téléphone. Donc, malgré que les hôpitaux de France, on les voit bien actuellement avec ce qu'on subit, il n'y a pas beaucoup de plateformes, il n'y a pas beaucoup, malheureusement, de praticiens. Mais ceux qui sont là, c'est des gens de qualité. Malheureusement, avec le Covid et tout ça, ils sont très peu, mais ils font leur boulot à 100%, voire 400%, et heureusement qu'ils sont là. Heureusement qu'il faut le mettre aussi en avant. Bravo. J'ai une bonne réaction de l'œil de Joyce. Sous son œil. Oh, sous son œil. Oh non. Qui nous dit que le monde te tombe sur la tête et si ton conjoint te suit pas, c'est chaud. Et là, on a, je pense, l'exemple d'un couple, de deux couples, où j'ai l'impression que les deux sont actifs, se suivent, se soutiennent, et c'est important. Et malheureusement, les statistiques sont terribles. Beaucoup de divorces, beaucoup de séparations. Il y a beaucoup de divorces, beaucoup de séparations, beaucoup de séparations, beaucoup de divorces suite à de tels... parce que c'est une nouvelle difficile à gérer. C'est dur à gérer parce que c'est quelque chose à gérer pour la vie. Oui. Et on se pose énormément de questions quand on voit, quand on est parent, on le sait tous, on veut que tout va bien, on leur donne les premiers outils pour réussir dans la vie, après ils s'envolent. Mais quand on a des enfants comme ça, on se dit merde, nous demain on sera plus là, comment ça va être pour eux? C'est toutes ces questions-là qu'on se pose. Et il y a aussi le fait de se dire, pourquoi notre enfant il a ça? On se remet beaucoup en question. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de lui? C'est très difficile au début. Moi, mettons, tu parlerais de culpabilité quand même? Oui. Moi, un peu. Alors, il faut savoir. Moi, c'était la question que j'avais, c'est peut-être ce que tu vas dire.
est-ce qu'il y a un terrain génétique ou pas? Parce que je me suis encore renseigné. Comme question. Je me suis encore renseigné. Alors, on me contredira s'il y a des bêtises, mais on parle de 50% de causes génétiques, mais de 50 autres % de causes qui seraient des facteurs environnementaux. Donc, ça peut être ce que tu manges, la façon dont tu... Donc, ça augmente la culpabilité, effectivement. Donc, il y a ça, mais moi, j'ai lu un peu les... Alors, génétiquement, 50%. Aujourd'hui, lorsque un enfant sur 100 naît autiste, Diroux, toi qui as fait des statistiques, tu en as fait. Tu as fait des statistiques. Quelques-unes. Tu sais bien que tout le monde est prédisposé. Quand on a 1 sur 100, tout le monde, presque tout le monde. C'est pas beaucoup de personnes, c'est tout le monde. Tout le monde, quelque part, à un niveau 3 à 4, est prédisposé dans sa famille à avoir de l'autisme. Et lorsqu'on regardait les 50 autres %, je regardais un peu les causes, mais ça allait de la nutrition, aux facteurs d'ensoleillement, à tellement de choses qui me font penser que finalement, c'est un hasard. Il y a tellement de... Franck, voilà. On ne peut pas te dire que tu vas mettre en place des choses pour essayer de prémunir non, c'est pas possible. l'enfant d'après. Moi, au début, je me suis sentie coupable pour Evan parce que pendant ma grossesse, j'ai fait une grossesse diabétique. Je me suis dit, bon, c'est de ma faute. J'ai pas bien suivi mon régime pendant ma grossesse. Est-ce que c'est moi? Par exemple, le diabète fait partie. Le diabète fait partie. On se met vraiment en cause. Ben oui. Tu sais, quand on dit 1 sur 100, mais c'est parce qu'on ne donne pas des mots aux choses. Moi, là, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand le docteur m'a parlé de mon enfant de 5 ans, tout à l'heure, je lui ai dit, ouais, mais non, en fin de compte, il ne me parle pas de l'enfant de 5 ans, il me parle de celui qui a 11. Et moi, où je me sens fautif, c'est que je me dis, bah mince, le comportement de mon fils, c'est celui que j'avais. C'est celui que j'ai à la date d'aujourd'hui sur l'enfermement et compagnie, mais c'est qu'à l'époque, moi même aujourd'hui, on donne pas de nom sur les choses. On dit, ah bah il est spécial, ou il est comme ça. Et donc on se donne pas des noms. Et donc là, nous, on doit faire un test au niveau de la génétique. Et on va le faire parce que même sur le coup, le médecin m'avait dit, vous savez, on le propose, ce n'est pas obligatoire. Parce que des fois, un des parents se sent mal et autres. Mais moi, au moment où je me dis, ouais, il y a une chance que ça vienne de moi, parce que voilà, je vois que moi, par rapport à mes enfants, il y a certaines choses qui se ressemblent. Après, c'est peut-être moi qui psychote. Mais au moins, peut-être que moi, sur des choses qui pu se passer dans ma vie, maintenant, j'aurai un nom aussi. Après, il faut savoir que l'autisme peut être décelé tard aussi, en étant adulte. C'est ça. Pas forcément quand on est enfant. Il y a différentes formes finalement qu'on peut ne pas mettre de nom à... C'est pour ça que c'est compliqué, Bélida. À des absences ou autres, alors que finalement, autisme niveau 1, 2, 3, 4... Non, avant, c'était catalogué parce qu'il y avait donc tel psychiatre d'avant qui avait son nom. Après, Asperger, comme on connaît les Asperger, c'était un psychiatre. Après, ils l'ont appelé je sais pas comment. Après, c'était TED, trouble envahissement du développement. Et maintenant, c'est TSA parce que maintenant, ils se disent il faut arrêter de faire des cases. On met tout dans le même groupe. Et maintenant, c'est trouble du spectre autistique. Tout le monde est dedans. Et après, il y a plusieurs degrés. Mais là, il faut faire des tests pour savoir que... Mais bon, chaque autiste est individuel. On peut avoir deux qui ont le même truc, mais il y en a toujours un qui aura un petit quelque chose en plus que l'autre. Donc voilà, tout change. Hein. Bélida nous a à juste titre. Parce que Bélida est une femme de valeur. Bélida est une femme de valeur. Et pas les autres. Non, c'est plus que les autres. J'ai envie de te dire, plus que les autres. Et tu le saurais. Et tu le saurais, Diroux. Si tu avais écouté son formidable morceau, Femme de valeur. Je le connais par cœur. Tu le connais par cœur. Et moi, j'ai envie de te dire que quand je pense à l'avenir, je ris. Je ris. C'est le moment promo, mais c'est important aussi. Allez
télécharger ce morceau exceptionnel. Allez, tu es le chemin aujourd'hui. C'est Dimanche Pascal. Tu es le chemin. Bélida Kay. En tout cas, je pense à toutes ces femmes qui sont des femmes courageuses, qui sont des femmes fortes, qui sont des femmes exceptionnelles, parce que avoir en charge un enfant malade, les hommes aussi, hein. Maladie et que c'est un syndrome, ça n'empêche pas que dans notre quotidien, dans vos quotidiens, c'est un combat de tous les jours. Et vraiment, courage à vous. Moi, j'ai beaucoup de mes amis proches que je fréquente, que je côtoie, dont j'ai vu les enfants grandir vraiment dans ces conditions. Et toute mon admiration à vous, mesdames. Vraiment, soyez fortes, parce que je suis persuadée que, voilà, on a aussi besoin de vous pour donner du courage à celles qui en ont moins. Et Manu, on est ensemble. Donc, voilà. Tu vois, parce que Manu, après, il y a aussi des très très bons moments avec eux. Parce que Manu n'est pas une femme. Hein. Je me permets de Manu n'est pas une femme. C'est aussi un homme Manu de n'est valeur. pas une femme. C'est aussi un homme de valeur. C'est un homme de valeur, tout à fait. C'est un homme de valeur. D'ailleurs, on aimerait avoir ce morceau aussi. Sur ce, bonne Bélida. journée, au revoir. On aimerait aussi avoir ce morceau sur cet homme de valeur, Bélida. En tout cas, ce qu'on ne peut pas mettre en doute, c'est ta fidélité. Ta fidélité, Bélida. C'est ton prochain titre? C'est ton prochain titre? Ah, c'est fait exprès. Alors là, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas tomber plus juste. Je ne pouvais pas tomber plus juste. Je ne pouvais pas tomber plus juste là-dessus. Merci. Mais en tout cas, je vous remercie énormément de vos témoignages. Et j'aimerais qu'on finisse un petit peu ensemble sur une question. Après cette émission, qui, je suis désolé, n'a pas pu être à la hauteur des enjeux. Parce que les enjeux sont très importants. Les enjeux sont très importants. Les familles sont très impactées. Tout ce qu'on peut leur donner, c'est du soutien, mais ce n'est pas assez. Et aujourd'hui, je vais faire un petit tour de table autour de chacun de vous et j'aimerais savoir, pour vous, qui doit le plus s'adapter à la situation. Est-ce que c'est l'autiste qui a pour mission de s'adapter à la société dans laquelle nous sommes, ou est-ce que c'est notre société qui doit faire un maximum de pas? Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est l'autiste, les familles autistes qui font un travail énorme vers notre société et que nous autres, qui ne sommes pas autant impactés, on ne le fait pas. Bélida, est-ce que tu es d'accord avec ce constat ou est-ce que tu veux le compléter? Devant les témoignages de Maria et de Manu et de son épouse, je pense vraiment que c'est à notre société de s'adapter parce qu'elle en est en capacité physique, mentale et économique. Donc, à partir du moment où moi, je suis bien portant, c'est à moi de me mettre à la disposition de ceux qui le sont moins. Voilà, ça devrait, on devrait être un pays dans lequel notre système il est efficace. Voilà. On va demander à Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, juste à côté. Ne rigolez pas parce que vous le soutenez dans ces Non mais c'est vrai. J'attends un tout à fait phobe. Tout à fait, Fob. Tu vas le faire? Non, mais sérieux. Vas-y. J'ai fait tout à fait, Fob. Ah, tout à fait. Et toi, Sunkiss, pareil, tout à fait, ou tu souhaites compléter un petit peu? Alors, moi, je pense que ils doivent avoir des outils. Quand c'était les États-Unis qui ont les structures, et ça, nous, on ne l'a pas. C'est quand même dommage que les parents doivent ne pas travailler pour pouvoir faire en sorte que leurs enfants se portent au mieux. Ça, pour moi, c'est inadmissible. On devrait avoir des outils pour faire en sorte que justement, ils puissent être accompagnés. Et ça nous fait mal que les États-Unis soient meilleurs que nous. Ça nous fait mal. Le basket, j'étais d'accord, mais pas ça. C'est pas le fait même que les Asiatiques soient meilleurs, c'est le fait que nous, on n'ait pas les outils. On soit mauvais. C'est-à-dire que même les Belges, c'est-à-dire la Belgique qui est un pays plus petit, qui est censé, entre guillemets, avoir moins de moyens,
ont des structures. Donc, on peut le faire. On devrait avoir de quoi pouvoir accompagner ces enfants pour qu'ils se portent au mieux. Ces enfants et ces adultes aussi. C'est un investissement aussi en termes de moyens. C'est mettre les moyens financiers, mettre les moyens humains, former, sensibiliser. C'est tout un ensemble de choses qui doivent se faire. Et encore une fois, oui, effectivement, c'est à nous de nous adapter à ces enfants qui ont ce type de troubles, parce qu'en plus, ils ont tout à nous apporter. Je regardais vendredi, c'était vendredi le 2, ou en tout cas le jour où c'était cette journée mondiale pour l'autisme, il y avait une célébrité, effectivement, qui partageait son témoignage parce qu'elle avait une enfant autiste et qui était à l'âge aujourd'hui de 20 ans. Et elle expliquait qu'au début, elle avait été complètement réfractaire à l'annonce de cette maladie. Et du coup, elle le voyait autrement, que du coup, maintenant, elle le voyait comme un trouble et qu'elle voyait en fait que son enfant avait tout à lui apporter parce qu'elle avait une vision complètement différente. Qui nous sommes dans le quotidien, dans nos démarches habituelles, d'aller travailler, de s'occuper de nos enfants plus ou moins en permanence. Et du coup, elle se disait en fait, et elle était porteur de ce message, que ces enfants, ils ont tout à nous apporter, ils ont une vision complètement différente à nous apporter et c'est que du plus. Ben, regarde les maths, tu vois. Les maths. Ce n'est que du plus, ce n'est que du plus. Voilà. Diroux, du plus, du moins, du Diroux en tout cas. Non, mais moi, ce que j'aimerais retenir au-delà de tout ce que vous avez dit, c'est, je pense que ce qui est très important, ce sont les témoignages, finalement. Ce que Maria et Manu font, parce que je pense que c'est grâce à l'information qu'on avance. On parlait effectivement des États-Unis. Je ne pense pas que ce soit simplement une histoire de moyens. Je pense que c'est aussi culturel. On est quand même dans une nation qui aime parler, qui a vraiment la teneur du débat. Tout à l'heure, on parlait, de Rain Man. C'est sorti en 1988. Ça veut dire que là-bas, au-delà que ce soit un film de divertissement, il y a quand même un producteur, des réalisateurs qui ont dit on va mettre le sujet sur la table. D'ailleurs, oui. Et le fait d'en faire un film. C'est très intéressant ce que tu dis, Diroux. Le fait d'en faire un film. Non, mais justement, mais voilà. Mais c'est là où je voulais en venir. Ils en ont fait un, le dernier. Il y a Hors Norme qui est sorti. Ouais, mais on est en quelle année? On est en quelle année? C'est tout récent. Hors Norme, ça date pas longtemps. C'est tout récent. Ben oui, c'est tout récent. Mais ça montre que l'information est très importante parce que c'est grâce à la communication que effectivement la société peut se rendre compte d'un certain nombre de choses et qu'ensemble on puisse faire éventuellement bouger les choses. Donc voilà, donc c'était aussi pour remercier aussi Maria et Manu de leur témoignage parce que je pense que ça passe par là déjà avant toute chose. Le fait de connaître un peu la maladie, excuse-moi, le syndrome, ben, tu vois, par exemple, non mais c'est bien. Non mais la preuve en est, regarde, c'est que tu vois du coup, sensibilisé. Ça ne va pas changer comme ça. Non mais du coup, je suis sensibilisé puisque peut-être que je faisais effectivement une erreur de communication. Avec Maria ce matin, à chaque fois, tu as vu, je me reprends. Mais ça te démontre que c'est l'information, c'est sans fait compte qui te permet après d'évoluer. Donc je pense que c'est important. C'est important. On va en finir un peu avec nos protagonistes, ceux qui étaient jugés, ceux qui étaient au banc des accusés, ici. Non, il y a beaucoup de bienveillance et c'était surtout ce qu'on voulait faire passer. On va commencer par Manu et Virginie. Pour vous, la société et l'autisme, on en est où? Je vais faire plus général, c'est pas que l'autisme, c'est la santé en général. Il y a des choix politiques qui sont faits en France, on ferme des lits d'hôpitaux, on ferme des hôpitaux entiers, où il y a des déserts, où il n'y a plus de médecins généralistes dans certains coins de France, et que si on fait pas un rétro-pédalage, on pourra que reculer, parce que là, pour l'instant, c'est des enfants ou des adultes autistes, mais peut-être qu'un jour, parce que on voit l'autre jour, j'entendais qu'une femme a accouché sur l'autoroute parce que l'hôpital était à je sais pas combien de kilomètres. Ouais, donc, parce que l'hôpital la date d'aujourd'hui, c'est la santé en général qui n'est plus pris comme un bien commun et qui malheureusement fait que on n'a plus d'orthophonistes, on n'a plus de neurologues, on n'a plus de personnes de santé qui peuvent se déplacer dans les écoles. Une question pour tout le monde. La dernière fois que votre enfant a vu une infirmière des écoles, c'est quand? Nous, on est arrivé à un moment où on reçoit un mot dans le cahier en disant « Veuillez remplir cette feuille pour l'infirmière des écoles
qui verra ça au niveau de l'école, au niveau départemental, pour voir si votre enfant va bien. Avant, nous, quand on était mômes, on voyait l'infirmière une fois par an qui nous faisait les yeux, qui faisait tout. Aujourd'hui, la santé n'est plus une priorité dans notre pays. Il faudrait que certains comprennent que les gens ne sont pas juste des lignes sur des tableaux Excel. Après, moi, je voudrais rajouter quand même que malgré tout, on a de super bons moments avec nos enfants. On s'éclate énormément, des fous rires tout le temps. Malgré tout ça, on a quand même une vie très agréable. Et j'avoue, j'ai un super mari qui gère énormément. Et, homme de valeur. Bravo. Voilà. Merci. Eh ben, Maria, tu vas devoir faire beaucoup mieux pour terminer. Je sens qu'il y en a un qui va rougir. Il y a quelqu'un qui va rougir, je ne sais pas. Maria. Maria a un super maillot de l'OM déjà. Oh là là, arrête avec l'OM. Oh. T'es le seul de la famille. Oh. Non, moi aussi, j'ai un homme de valeur à la maison, mais qui soit... Moi, je pense que Lida devrait faire un zouk là-dessous, bien. Il est discret. Un bon petit compas homme de valeur. Il est discret, mais il est efficace. Voilà, c'est ça. Il est discret, mais il est très efficace. Moi aussi, hein, tout se passe bien. Lenny va très bien. Il a son caractère à lui. C'est vrai qu'il a beaucoup de stéréotypies, donc il est très dans son monde et on essaie de le sortir de là. C'est pour ça que je force à le garder à l'école. Et sinon, il a toutes ses prises en charge. Nous, ça a été très vite. Ça a été. J'ai réussi à avoir beaucoup de prises en charge très vite. Et du coup, il va très bien. Il avance petit à petit. Il parle pas comme tout le monde, mais bon, il fait pas de dialogue. Mais il arrive un peu à répondre aux questions. Et puis voilà, hein, et puis tout va bien. Puis on espère que ça va aller mieux et qu'il y aura plus de structure et que les médecins, il ne faudra pas attendre 1 an ou 3 ans pour avoir un diagnostic, parce que le temps qu'on perd à avoir le diagnostic, c'est le temps qu'on perd qu'on n'a pas la prise en charge. Voilà. Donc c'est compliqué. Et déjà, juste 1 mois de prise en charge, c'est déjà beaucoup pour un autiste. Donc voilà. On t'entend pas, Fob. C'est énorme. Je disais que c'est énorme. énorme. Voilà quoi. Juste en fait compte, ce que tu dis, c'est que comment dire, le temps perdu a du mal à se rattraper. Ah, ça ne se rattrape pas pour un autiste. Ça ne se rattrape pas du tout. C'est pour ça qu'ils essayent de diagnostiquer très tôt pour commencer tôt. Moi, il a commencé à 18 mois, c'était parfait. Mais malgré ça, là, il a 10 ans, il ne parle toujours pas. Donc voilà. Donc lui, il n'est pas dans la parole, machin, mais par exemple, il a une très bonne mémoire. Et des fois, il parle en anglais. On ne sait pas d'où il a appris ça. Il regarde. Ah oui, il a appris l'anglais tout seul. À la télé, il entend les trucs. Oui, parce qu'il est focalisé sur certains dessins animés, Dora, tout ça, qui aime bien parler en anglais. Donc, il parle et des fois, il y a un matin, il m'a parlé qu'en anglais, mais c'était compliqué. C'est que. Mais c'était la question que je posais là au début, justement, c'est le fait d'avoir une autre vision des choses. Bah, du coup, par rapport au commun des mortels, on a l'impression qu'ils peuvent développer oui, ils ont beaucoup d'autres capacités par rapport à nous. En fait. Oui. Il y en a qui seront très bons en musique, qui auront l'oreille absolue, par exemple. Ouais. Donc, il y en a qui sont comme ça. Il y en a qui c'est sur les langues. Ils peuvent apprendre plusieurs langues comme ça. Voilà. Il y en a qui vont tout savoir sur l'histoire de France. Il y en a qui vont savoir monter et démonter un ordinateur en un claquement de doigts. Donc, les jeux vidéo, moi, jusqu'à maintenant, moi, il y a des trucs, il faut encore que je demande à mon grand pour savoir quelle touche il faut. Lui, il arrive, il prend la manette. Même une fois, je ne savais pas aller sur un truc. Il est venu, je lui ai dit, tiens, Lenny, comment tu fais? Il est venu, tac, tac, il m'a trouvé le truc. C'est fascinant ça quand même. Donc c'est pas usurpé par rapport justement à ce qu'on peut voir des fois. Non, c'est fascinant ça. Ou même j'avais vu Mr. Wolf aussi. Oui, parce qu'il y en a qui ont des capacités très hautes
Oui. Parce que quand on regarde par exemple le film La Rain Man, donc là c'était trop gros par contre. Hein. C'est entre celui qui se balance et en même temps les cure-dents qui tombent, il arrive à compter, ça c'est du n'importe quoi, mais bon c'est pas grave. Et ah oui, ben ça c'est voilà. Et mais c'est vrai qu'il y en a qui ont des très grandes capacités. Et il y en a par contre, malheureusement, qui ont ce trouble autistique, plus c'est des polyhandicapés, on appelle ça, et ils ont d'autres choses. Donc, ils ont des retards mentaux, ils ont des handicaps physiques, moteurs, en plus de l'autisme. Donc là, ça commence à être compliqué. Mais comme c'est pour ça que je dis que moi, Lenny, comme il est là, moi, ça va. Hein, donc, on est cool. C'est compliqué s'il a une crise. Mais maintenant, il en a beaucoup moins. Parce qu'avant qu'il était plus petit, il avait plus de crises. Et maintenant, ça va, quoi. Donc, il accepte les autres déjà. Parce qu'avant, il s'isolait souvent, plus souvent que maintenant. Parce que maintenant, ça va. Il accepte un peu. Il a un casque aussi anti-bruit quand il est à l'école. Parce que des fois, ça parle trop. Donc, voilà. Mais sinon, ça va. Et aussi des barres de rire. Hein. La maîtresse, elle en peut plus. Hein. Il n'en peut plus. Il en peut plus. Ah ouais, il fait des choses. Qu'est-ce qu'il nous fait comme ça? Ben, par exemple, à un moment, la VS, elle dit qu'il a le droit de se déplacer un peu dans la classe et tout. Donc, il avance, et la maîtresse, elle commençait à s'énerver parce que les enfants criaient. Et elle se retourne et elle fait « maintenant, ça suffit !» Et lui, il se retourne, il fait « oh, mamma mia, c'est chaud !» Et même la maîtresse, elle s'est mise à rire parce qu'elle s'est dit il a donné le bon truc au bon moment. Parce que lui, il va piocher en fait des phrases qu'il entend dans les dessins animés ou dans les films et il les replace comme ça dans le bon contexte. Vu qu'il n'arrive pas à parler en dialogue, donc il replace des phrases comme ça et puis là, donc voilà. Donc c'est à propos. Eh bien, c'était chaud, mais on y est arrivé à finir cette émission. Je vous remercie tous. Et c'est le moment de faire quoi encore? C'est le moment de faire quoi? Le générique. C'est le moment de lancer le générique. Donc voilà, merci à vous. Partagez. D'être venus témoigner. Merci à toi, Maria. Merci à toi, Manu, Virginie, d'être venus témoigner. Ah oui, merci à tous les trois, vraiment. Merci. Soutenir cette cause qu'est l'autisme. Hein? On est tous ensemble. On est Qatari, hein? On est Qatari. On est en bleu pour certains. Qatari. On est là. Qatari. En tout cas, c'était What You Got to Say France avec Maria, Manu, Virginie, Belinda Kay, Diroux qui sera là pour la prochaine définition car c'est sa spécialité. Tom et Sunkist et les internautes qui nous ont suivis, on vous embrasse bien fort. On vous souhaite un excellent dimanche pascal. Demain, mangez du chocolat. Mettez-vous à l'aise. Et n'oubliez pas que c'est aussi une fête religieuse. Donc, faites ce que vous avez à faire. Mangez du On vous embrasse bien. Mangez du cochon. On vous embrasse bien fort. Souriez, s'il vous plaît, souriez. Souriez à tous et à toutes. On est ensemble. Portez-vous bien. À bientôt.